entretiens des patriotes. Bonjour, rebonjour si vous avez suivi la première partie. Pandémie Biden, guerre à l'Est, l'Empire est-il en déroute? Titre qui peut paraître aux yeux de certains très optimiste. Il n'en reste pas moins que les globalistes sont contestés dans le monde entier et qu'ils subissent de sacrés revers. Prenez par exemple le cas de ce traitement. On nous avait expliqué qu'il était dangereux, que c'était un traitement pour les chevaux, ni plus ni moins, et l'OMS le déconseillait contre le fameux virus. Eh bien, le 8 août 2023, la FDA américaine reconnaît ce traitement. Oui, ne rien oublier, affirme Florian Philippot. Alors, on se rappelle qu'il y avait eu, en tout cas, quelque chose de positif, de l'optimisme quand ce produit est arrivé sur le marché. Je me rappelle qu'en Australie, de nombreux médecins nous expliquaient qu'il était très efficace. Et puis, paf, les directives sont arrivées, interdiction de soigner avec ce traitement. Non, il fallait le fameux shoot de Pfizer. Eh bien aujourd'hui, les choses sont en train de changer, comme je vous l'ai dit, avec le sénateur Ron Johnson. Je vous mets par ailleurs cet extrait dans ma description, il faut absolument l'écouter, c'est capital, parce que Ron Johnson nous rappelle que l'OMS a la main mise sur les politiques sanitaires du monde et que dans ces conditions, s'il y a une nouvelle pandémie, nous ne pourrions plus lutter contre ces directives puisque nous avons perdu toute notre souveraineté. C'est ce qu'il rappelle par ailleurs pour les États-Unis comme nous en France. Et c'est pour cette raison qu'il est très inquiet. On rappelle que l'OMS est largement dans les mains d'une fondation, la Gavi, financée par Bill Gates. On voit très bien qui est derrière. Alors, il y a malgré tout, comme je l'ai dit en titre, des motifs d'espoir parce qu'on se rappelle que les États-Unis lancent officiellement la procédure pour quitter l'OMS, mais c'était qui était président à l'époque? C'était Donald Trump. Donald Trump avait très bien compris qui était derrière l'OMS. Les Nations Unies, donc en 2020, ont confirmé avoir reçu la lettre de retrait américain. La notification sera effective au terme d'un délai d'1 an. Ont précisé plusieurs responsables du gouvernement américain, plus gros contributeur de l'instance onusienne. Oui, c'est bien le président Donald Trump qui veut quitter l'OMS. C'était certes en 2020, mais Donald Trump a réitéré sa volonté de sortir de l'OMS comme il veut sortir de l'OTAN. Pour cela, il faut qu'il soit élu président des États-Unis. Eh bien, le camp républicain s'y attelle, notamment Ted Cruz. Ted Cruz, ex-candidat à la présidentielle. Il existe des documents bancaires montrant que Biden a pris des millions de dollars à la Russie, à l'Ukraine et au Kazakhstan, alors qu'il était vice-président. Si cela est vrai, il doit être démis de ses fonctions et inculpé au pénal. Voilà. Nous parlons de cette affaire depuis des semaines, cela se met en route, les sénateurs les plus influents vont évidemment devant les plateaux de télévision pour expliquer que Joe Biden est lié à cette affaire. On voit mal comment Joe Biden pourrait s'en sortir. D'autant que les républicains vont beaucoup plus loin. Ils coupent l'herbe sur les pieds au président des États-Unis sur le dossier ukrainien. Les Américains en ont assez de parrainer une guerre par procuration sans fin. Nombre d'élus républicains écrivent au Congrès à Biden. Ils refusent de lui accorder les 24 milliards supplémentaires demandés par Zelensky. Une révolte contre cette guerre entretenue. Cette lettre fait suite au sondage dont je vous ai parlé la semaine dernière. Une majorité d'Américains ne veulent plus que les États-Unis financent l'Ukraine, puisqu'ils estiment que les investissements doivent aller d'abord aux Américains. Les républicains, confortés par ce sondage, ont enfin agi et demandent qu'on ne finance plus cette guerre. Oui, cela prend un certain tour, à tel point, par ailleurs, que la presse occidentale est en train d'accepter l'idée d'une défaite ukrainienne. Voyez ce reportage de RFI. Les Ukrainiens ont voulu nous mordre, ils se sont cassés les dents. Après plus de 2 mois de contre-offensive ukrainienne, et à l'heure où des Occidentaux sous couvert d'anonymat commencent à faire part de leurs doutes, pour la Russie, le verdict est déjà tombé. Il n'est plus possible pour Kiev de renverser le cours des événements.
Aujourd'hui, l'armée russe s'enorgueillit de ses atouts qui lui ont permis de tenir le choc, en particulier les drones. Cette nouvelle, nous vous l'avions annoncée dès le mois de juin. Tous les experts militaires, qu'ils soient anglais, américains ou français, pas ceux sur LCU bien évidemment, mais français indépendants, vous l'avez dit, les Russes ont gagné la bataille des drones. 2 mois de retard. De toute façon, à ce rythme, ils vont finir par nous dire des choses intéressantes. Et puis, on a appris quelque chose que nous disions également depuis des mois, que cette russophobie allait se retourner, bien évidemment, contre le pouvoir de Kiev. Il ne pouvait pas maltraiter une grande partie de sa population sans qu'il y ait des conséquences. Arestovitch, l'ancien conseiller de Zelensky, notre principale erreur a été de déshumaniser les Russes. Il a aussi affirmé que la déshumanisation des Russes, qu'il faut appeler vraiment de la russophobie et de la persécution, aliénait les russophones du Sud et l'Est de l'Ukraine et donnait à tous les Russes une raison de se battre. Et cette persécution contre les Russes ne s'est pas cantonnée à l'Ukraine de Bandera. Elle s'est aussi propagée en Occident, sur les plateaux de télévision, dans la vie de tous les jours. Certains Russes ont vu leur compte en banque fermé parce qu'ils avaient un nom à consonance russe. Certains musiciens russes se sont retrouvés au chômage parce qu'ils étaient russes, etc. Le résultat, c'est que évidemment, tout le monde russe a fait bloc. Et c'est bien normal. Et ils sont en train de réfléchir que c'était contre-productif. Eh bien, il y a des prix Nobel qui gouvernent ces gens-là. Et puis, on nous avait annoncé un échec économique patent de la Russie. Et on apprend, mission accomplie pour Bruno Le Maire, qui a anéanti l'économie russe à tel point qu'ils vont sur la Lune pour la première fois depuis 50 ans. C'est presque une parabole. Alors que l'économie européenne s'effondre, l'économie russe décolle. Et il y a de nombreuses raisons à cela. C'est qu'ils se sont mis évidemment dans une économie de guerre, donc ils produisent, mais ils sont aussi portés par les sanctions occidentales qui font augmenter les marchés pétrolier. Nouveau jackpot pétrolier pour la Russie. Selon l'agence donc de l'énergie, le pétrole russe a été vendu tout au long de juillet à un prix moyen de 64 $ le baril, supérieur au plafond de 60 $ fixé par le G7. Les recettes pétrolières russes ont battu un record de 8 mois. Voilà ce qui arrive à ceux qui veulent mettre des sanctions stupides contre la Russie. Et comme je vous l'ai montré dans un précédent numéro, cela va à l'encontre des intérêts économiques français. À tel point d'ailleurs qu'au niveau de la croissance, du pouvoir d'achat, etc., la France est en train de tomber et la Russie est en train de nous dépasser. Les chiffres publiés par la Banque mondiale sur son site internet montrent que la Russie est la 5e plus grande économie du monde selon le pouvoir d'achat équivalent. La France recule sans cesse pour être à peine 9e de ce classement. Ainsi, la Russie est devenue le premier pays d'Europe. Nous étions 5e autrefois. C'est Emmanuel Macron qui est responsable de cette dégringolade. Voilà, l'économie russe est renforcée par les sanctions, tandis que l'économie européenne s'effondre. Allez, un moment de détente, la page, vous l'attendez tous, LCU, la chaîne ukrainienne. Alors, quel est le blagueur du mois? J'ai envie de dire c'est quelqu'un qui a tendance à raconter n'importe quoi depuis 8 mois. C'est presque un régal, hein. On ne sait même pas s'il a dit un jour une chose juste. Vous l'avez tous reconnu, c'est le général Michel Yakovlev, ancien militaire de l'OTAN. Économiquement, le régime de Vladimir Poutine est une machine à créer de la misère. C'est ce que nous venons de voir. L'espérance de vie se réduit depuis 20 ans. Alors, il faut savoir que l'espérance de vie s'est effondrée dans les années 90 en Russie à une espérance de vie de 65 ans et qu'elle est remontée justement sous la présidence de Vladimir Poutine à plus de 71 ans. Donc c'est un mensonge de plus du général Yakovlev. Enfin, je voudrais terminer cette vidéo avec quelqu'un que vous connaissez bien, c'est Xavier. Eh bien, dans son dernier numéro, il est en dialogue avec
quelqu'un qui nous manquait, il faut le dire, c'était Sylvain Ferreira. Écoutez donc, je vous mets le lien dans la description, bien évidemment. Écoutez bien cette interview. Ça viendra évidemment un peu corroborer mes analyses. Voilà. Si vous avez aimé ce numéro, n'hésitez pas à le soutenir, par le petit pouce, à le diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Puis j'attends vos gentils messages. À bientôt. Au revoir.